Bonjour à tous. Dernièrement, j'ai beaucoup joué à un jeu qui s'appelle Baba Is You. Si vous le connaissez, tant mieux. C'est un jeu qui m'a beaucoup fait réfléchir à des notions de sémiotique et de linguistique. Je vais tenter de vous partager ces réflexions et je vais tenter de répondre à la question la signification est-elle intrinsèque ? Alors, pour rappel, on dit que quelque chose est intrinsèque quand il est intérieur et propre à ce dont il s'agit, autrement dit, quand on peut lui trouver une nature, et une nature qui est plutôt universelle. En tout cas, on va se concentrer sur une nature universelle au sens de l'acceptation humaine. Tous les humains sont capables d'avoir des significations et d'avoir une base commune au processus de signification. Et pour ça, on va se servir du jeu Baba Is You. Donc, je ne suis pas expert en linguistique ni en sémiotique, donc je vais faire de mon mieux, et si je dis des bêtises, tant pis, et avec un peu de chance, ça sera intéressant. Donc, vous l'aurez sans doute constaté, dans Baba Is You, on forme des phrases, et lorsqu'on forme une phrase, une nouvelle règle apparaît dans l'univers de jeu. Par exemple, si on prend un bloc sur lequel il y a inscrit rock, un bloc sur lequel il y a inscrit is, et un bloc sur lequel il y a écrit baba, et qu'on les aligne, ce qui donne la phrase rock is baba, tous les rochers qui sont présents sur le terrain se transformeront en l'espèce de petits personnages qu'on contrôle, enfin qu'on ne contrôle pas forcément, mais se transformeront en cette espèce de petits personnages blancs. Et si vous faites par exemple baba is you, alors le you implique le fait de pouvoir contrôler le personnage. Donc Baba Is You signifie que le petit personnage blanc dont j'ai parlé tout à l'heure, on va pouvoir le contrôler avec les flèches du clavier et le déplacer au sein du terrain. Alors il y a beaucoup d'autres mots, beaucoup d'autres qualificatifs. Plus tard, il y a le verbe as qui fait son apparition, il y a le on qui fait son apparition pour faire des phrases conditionnelles. Et voilà, mais alors déjà tout ce qu'on peut voir, c'est que il y a 3 types de mots. Les sujets, qui ont simplement leur texte écrit en couleur. Par exemple, baba, il va y avoir aussi keke, il va y avoir flower, etc. Les verbes, donc là, on peut en compter 2, is et as. Il y a aussi des mots un peu particuliers, comme par exemple not ou on, qui vont servir à faire à des négations logiques, ou au contraire, enfin pas au contraire du coup, mais ou à prendre l'inverse d'un énoncé logique. Et puis il va y avoir d'autres mots un peu particuliers comme all ou alors empty, et tout ça va devenir un petit peu compliqué et va se complexifier au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Et enfin il y a le 3e type de mots qui vont être les compléments. Alors oui, les verbes sont écrits en blanc, les compléments eux sont écrits en noir et ont un background en couleur. Alors, comment est-ce qu'on peut analyser ça d'un point de vue de la sémiotique ? Alors, je vais vulgariser un petit peu. La sémiotique, c'est la science des processus de signification, c'est-à-dire comment, à partir d'interprétants, enfin, voilà. Je vais le dire autrement, toute pensée est faite de signes, et la sémiotique définit les signes comme la mise en relation d'un représentant, c'est-à-dire quelque chose qui aura la possibilité d'être signifié. Ce représentant dénote un objet, c'est-à-dire l'objet qu'on va extraire de l'ensemble des représentants, par l'intermédiaire d'un interprétant. Et l'interprétant, là, ça va être le mot, le texte. Donc en l'occurrence, dans Baba Is You, l'interprétant, ce sont les blocs. Alors comme c'est une triade un peu compliquée, un triptyque un peu compliqué à analyser, je vais pas me baser sur ce triptyque de la sémiotique. Je vais en prendre un plus simple qui est apparu au début. Alors il faut savoir que le mec à l'origine de la sémiotique, c'est Ferdinand Saussure. Il est également précurseur du structuralisme. Donc je vais plutôt parler du structuralisme ici, parce que Ferdinand Saussure a une thèse sur la manière dont on crée la signification. Et plutôt que parler de représentants, d'objets dénotés et d'interprétants, il va simplement parler de signifiant et de signifié, parce qu'à la base c'est un linguiste. Et on va se servir de théorie linguistique, ça va être nettement plus simple, parce que la sémiotique,
théoriquement, la linguistique n'est qu'une branche de la sémiotique, parce que la sémiotique, c'est l'analyse des signes, donc c'est très très large comme domaine. En réalité, on pourrait analyser tous les jeux vidéo. Le fait d'appuyer sur un bouton, par exemple, on pourrait dire que c'est un signe en tant que tel. Et donc on pourrait l'analyser avec la sémiotique. Mais on va s'intéresser à la linguistique plus particulièrement, parce que, en l'occurrence, c'est beaucoup ce dont il est question dans Baba Is You. Donc je disais, pour Ferdinand Saussure, qui était un précurseur du courant structuraliste, il y a un signifiant et un signifié. Alors là, dans Baba Is You, ça va devenir nettement plus clair. Le signifiant, ça va être les mots qu'on déplace pour former des phrases, et le signifié, ça va être le mot auquel cela renvoie. Alors, pour Baba, il n'y a pas d'ambiguïté. Le signifiant, c'est le mot, le signifié, c'est Baba. Mais il y a finalement un rapport d'obligation entre les deux. Ce qu'il faut noter, c'est que quand il y a un rapport d'obligation entre un signifiant et un signifié, il faut nécessairement une instance tierce. Et ici, ça va être le programme de Baba Is You, ça va être l'ordinateur. Et le rapport entre signifiant et signifié est arbitraire. Ça, c'est une des thèses principales du structuralisme. C'est qu'on dit Baba Is You et Baba renvoie à cette espèce de petit animal blanc, mais ça, c'est arbitraire. C'est totalement arbitraire. On aurait pu dire autre chose que Baba. On aurait pu dire, par exemple, le verbe is à la place. Peut-être que is renvoie effectivement à Baba. En tout cas, on aurait pu imaginer un jeu dans lequel c'était le cas. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Donc, ça paraît pas grand-chose comme de dire que c'est arbitraire, mais quand on développe le raisonnement jusqu'au bout, on se rend compte que ça pose quand même beaucoup de problèmes, le fait que ça soit arbitraire. Parce que si c'est arbitraire, c'est-à-dire que finalement, ça donne une réponse à ce qu'on posait au début comme question, parce que la question initiale c'est « la signification est-elle intrinsèque ?» Le structuralisme a l'air de répondre non. Non, la signification n'est pas intrinsèque, c'est un rapport entre un signifiant et un signifié qui est mis en place par une instance tierce, donc en l'occurrence l'ordinateur, mais qui est arbitraire. Donc il n'y a rien d'intrinsèque au fait que Baba renvoie effectivement au petit personnage blanc, Baba du jeu. Donc, pourquoi ça pose problème ? Parce qu'on pourrait s'arrêter là et finir la vidéo et dire que la signification n'a rien d'intrinsèque. Mais le structuralisme pose d'autres choses. Du fait que tout soit arbitraire, comment est-ce qu'on peut faire sens d'un mot ? Comment est-ce qu'on peut appréhender un mot si sa relation avec l'objet dénoté est arbitraire ? Alors on pourrait dire via le geste, par exemple, ou via l'expérimentation. Baba Is You, on touche les flèches du clavier et on se rend compte qu'on déplace le petit personnage. On finit par comprendre que Baba correspond au petit personnage, Is correspond, est un verbe qui va qualifier Baba, et You, ça va être le fait de pouvoir le contrôler avec les flèches du clavier. Mais ça demande de l'expérimentation, et par conséquent, ça demande d'être mis en relation avec les autres éléments du système, c'est-à-dire avec l'ensemble des signifiants et des signifiés qui sont déjà intégrés dans le jeu. Donc ça, en structuralisme, la thèse complète, c'est toute langue doit être appréhendée comme un système dans lequel les éléments, c'est-à-dire les signifiants, ne sont compréhensibles que par relation aux signifiés, mais aussi par relation aux autres signifiants. Là où ça va être intéressant, c'est que dans Baba Is You, la langue utilisée, ce n'est pas l'anglais. Moi, j'ai une forte thèse là-dessus, la langue utilisée dans Baba Is You, ce n'est pas l'anglais. Pour une raison assez simple, on peut prendre par exemple le verbe is. Le verbe is, en anglais, on va avoir une idée d'équivalence. Rock is Baba, Baba is rock. A priori, c'est équivalent. A priori, on pourrait tracer une flèche d'équivalence entre les deux. Si dans le langage naturel, pour dire dans le langage courant, on dit Baba is rock, rock is Baba, on comprend la même chose, on comprend que Baba est une pierre, ou que cette pierre s'appelle Baba. Mais dans Baba Is You, le is a un sens très particulier parce qu'il a une idée de devenir. C'est-à-dire que le sujet qui va se placer avant le is et l'attribut du sujet, parce qu'on est avec le verbe être, qui va se placer juste après, signifie que on va devenir ce quelque chose. Par exemple, si je marque rock is Baba, c'est le rocher qui va se transformer en Baba. En revanche, si j'écris Baba is rock, c'est Baba qui va se transformer en rocher.
Donc déjà, on voit qu'il y a une ambiguïté. Déjà, on se rend compte que pour comprendre toute la complexité du verbe être dans Baba is you, il va falloir expérimenter avec, il va falloir le mettre en relation avec d'autres signifiants. Donc là, ça appuie la thèse du structuralisme. Mais on peut aller encore plus loin. On peut regarder aussi comment la langue de Baba is you gère les incompatibilités logiques. Mettons qu'il y ait deux phrases de marquées. Rock is Baba, rock is rock. Eh bien, il y a une règle implicite au jeu qui veut que quand quelque chose est lui-même, par exemple rock is rock, alors si vous essayez de le transformer en quelque chose d'autre, c'est impossible. Rock is rock, on ne peut pas faire rock is Baba. On aurait pu imaginer un jeu où c'était le contraire. On aurait pu imaginer un jeu où rock is rock n'empêcherait pas de construire par la suite rock is Baba et de transformer la roche en l'espèce de petit personnage blanc qu'est Baba. Donc vous voyez qu'il y a quand même un système logique implicite qu'il s'agit de découvrir et qui est mis en place par l'instance tierce, c'est-à-dire l'ordinateur. Alors j'ai d'autres exemples à noter. Prenons alors un bon exemple qui va synthétiser les deux choses que j'ai dites jusqu'à présent, c'est-à-dire que dans is il y a implicitement l'idée de devenir et qu'il y a un système logique implicite à Baba is you, mais qui ne fonctionne pas forcément selon la logique mathématique. Disons que vous faites la phrase flag is you, puis que à celle-ci vous rajoutez flag is rock. La logique mathématique voudrait, du fait que is peut être considéré comme une valence, comme une équivalence, que vous soyez une roche, et que vous soyez contrôlable. Or, qu'est-ce qu'il se passe si vous faites ces phrases dans cet ordre-là? D'abord flag is you, puis flag is rock. D'abord, vous n'allez pas être un rocher. Il y a simplement le drapeau qui va se transformer en rocher, et comme vous n'êtes pas un rocher, vous ne pouvez pas le contrôler. Donc, vous voyez que il ne faut pas s'arrêter à des choses trop évidentes. Alors, ça pose un problème. C'est comment est-ce qu'on fait sens des mots? On pourrait dire oui par l'expérimentation, par la relation, par l'expérimentation, on finit par comprendre, par la mise en relation des signifiants les uns avec les autres, on finit par se faire une idée, et la preuve, j'arrive à énoncer des règles implicites de Baba is you, et le jeu, en grande partie, consiste à trouver ces règles implicites. Et c'est là que j'ai envie de parler d'un paradoxe, qui est le paradoxe de Carroll, et on parle bien de Lewis Carroll, le gars qui a écrit Alice au Pays des Merveilles, mais il n'a pas fait que ça, il était aussi logicien et un petit peu philosophe, et on lui doit notamment ce paradoxe dont il parle qu'il a écrit dans un texte qui s'appelle, je crois, Dialogue entre Achille et la tortue. Et je vais l'appliquer à la linguistique. Normalement, c'est un paradoxe qui traite sur les inférences logiques. Mais là, on va l'appliquer dans le cadre de la linguistique. On se dit, bon, bah très bien, on arrive à identifier le rapport implicite entre signifiant et signifié dans Baba is you, mais grâce à quoi on le fait? On le fait comment? En expérimentant. Mais qu'est-ce que ça veut dire, expérimenter? En réalité, nous sommes en train de jouer avec des interprétants qui dénotent des objets, mais à un niveau beaucoup plus abstrait que ça. Il n'est pas que question des mots, il n'est pas que question de linguistique dans Baba is you. J'ai parlé tout à l'heure du fait que les sujets avaient un texte en couleur, que les verbes avaient un texte en blanc, que les compléments avaient un background en couleur. Mais tout ça, ce sont des signes également, ce sont des signifiants. C'est-à-dire que tout le game design, en réalité, est un langage à part entière, ou en tout cas un ensemble de signes. C'est là qu'on rejoint la sémiotique. C'est pour ça que faire une analyse uniquement sur la linguistique est à mon sens insuffisant. Donc comment est-ce qu'on fait sens de ces signifiants et de ces signifiés? Alors si on traite ça jusqu'au bout, il faudrait dire je suis un joueur, j'ai été éduqué à l'anglais, j'ai été également éduqué aux jeux vidéo par des années et des années de pratique, mais on comprend bien que par là nous n'avons développé que un ensemble de signes cohérents qui ne sont en relation qu'avec les autres. Mais d'où vient cet ensemble de signes cohérents? Alors, d'un autre ensemble de signes cohérents, qui vient lui-même d'un autre ensemble de signes cohérents, etc. Et on remonte à l'infini comme ça. C'est le paradoxe de Carroll. Carroll, lui, le pose autrement, et dit qu'on
on ne peut pas faire d'inférence logique sans avoir des axiomes qui eux-mêmes doivent être démontrés par des inférences logiques, etc., etc., et on n'en finit pas. Et donc là, c'est à peu près le même problème qu'on a en linguistique, c'est-à-dire qu'on pourrait voir finalement le processus de signification. Alors là, je vais prendre un exemple tiré de Gödel et Scherbach, de Douglas Hofstadter, je vous recommande ce livre. Donc j'ai piqué quelques trucs dedans, mais Paradoxe de Carroll, par exemple, je l'ai découvert là-dedans. Et aussi ma problématique, je l'ai piqué au bouquin. Mais le reste, pas tout à fait. On pourrait prendre l'analogie avec un jukebox, finalement. L'ensemble des signes qu'on manipule, ça va être un CD. Et le jukebox va lire ce CD. Et c'est grâce au jukebox qu'on va pouvoir faire sens. Donc elle est là, l'instance tierce. Mais on voit bien du coup que ma première hypothèse, qui était que l'instance tierce de Baba Is You, c'est uniquement l'ordinateur, c'est compliqué. En réalité, ça va bien au-delà de l'ordinateur. Ça vient aussi de nous, ça vient aussi de tout ce qu'on a vécu, de notre apprentissage de la langue maternelle, de notre langue maternelle, de sa transposition en anglais, etc., etc., etc. Et là, on est un peu embêté quand même, parce que du coup se pose la question de comment est-ce qu'on a appris notre langue ? Comment ça se fait qu'on arrive à faire sens, qu'on arrive à se comprendre les uns les autres ? Parce que comprenez bien que si on pousse le structuralisme jusqu'au bout, ce qu'ont fait des gens par exemple comme Derrida avec son principe de déconstruction, alors je suis pas expert, en plus Derrida c'est imbitable, mais de ce que je comprends, l'idée étant que tout signifiant ne tire sa signification que de la relation avec les autres signifiants. Prenez un dictionnaire par exemple, si vous voulez définir un mot, vous êtes obligé d'utiliser les autres mots du dictionnaire. Au final, on a une espèce d'agglomérat flottant dont il est impossible de faire sens, à moins d'être déjà engagé dedans. Et alors, qu'est-ce que signifie déjà engagé dedans ? Parce qu'à ce compte-là, même ce que je suis en train de vous dire, ça n'a aucun sens. Et ça, on s'en rend bien compte quand on n'a plus d'instance tierce. Là, je vais prendre un autre exemple qui va être celui de la pierre de Rosette. Pendant longtemps, les hiéroglyphes, on ne les a jamais compris. Pourtant, on avait tous les symboles à disposition, mais on n'était pas capable de leur donner sens. Et pourquoi on n'était pas capable de leur donner sens ? Parce qu'on n'avait pas cette instance tierce, justement. On a eu cette instance tierce à partir du moment où on a eu la pierre de Rosette. Du fait qu'on a eu la pierre de Rosette, on a été capable, du coup, de transposer les sens qu'on avait déjà, les processus de signification qu'on avait déjà dans une langue, à les transposer aux hiéroglyphes. Et de là, on a pu commencer à décoder les hiéroglyphes. Mais ça a demandé d'avoir cette instance tierce. Donc, la question très légitime qu'on pourrait se poser, c'est un nouveau-né. Un nouveau-né, comment est-ce qu'il fait pour apprendre une langue ? Parce que, techniquement, on pourrait se dire, mais c'est comme se retrouver avec des hiéroglyphes, mais sans pierre de Rosette. Comment se fait-il qu'on arrive à parler et qu'on arrive même à se comprendre ? Et c'est là que le structuralisme devient embêtant, et qu'il faut passer par une autre manière d'appréhender les choses. Donc, la signification est-elle intrinsèque ? Est mis en défaut par le fait que le structuralisme est mis en défaut du fait qu'il faille bien un moment apprendre une langue maternelle. Donc je vais tourner ma feuille. Donc le structuralisme, on peut voir ça comme finalement une descente vers soi, c'est-à-dire que les processus de signification descendent vers soi, mais on perd un petit peu de l'universalité. À la limite, on pourrait dire il y a une forme d'analyse sociale du truc, du fait que beaucoup de gens partagent les mêmes processus de signification à peu de choses près, mais on pourrait imaginer que chaque langue est indépendante, chaque langue, on lui doit la fête de la musique d'ailleurs, Jacques Lang, et que chaque langue est personnelle à chacun a sa propre définition, chacun voit les choses à sa manière. Quelque part, le structuralisme mène un petit peu à cette forme de... Bon, il faudrait prendre des pincettes, mais montre un petit peu... a tendance à mener à un espèce de relativisme général. Mais on va se servir du paradoxe du fait qu'il faille bien apprendre une langue maternelle à un moment donné. Et là, on va passer par Chomsky et par Jerry Fodor. Alors, Jerry Fodor, c'est un philosophe qui a écrit dans les années 70 une théorie philosophique. Alors, j'ai pas noté le nom de l'ouvrage, j'aurais dû. Qui s'appelle sa théorie s'appelle le langage de la pensée. C'est-à-dire que pour lui, du fait que il faut
il reprend un petit peu les thèses du structuralisme, hein, c'est-à-dire qu'il dit il faut une instance tierce pour faire sens, pour entamer un processus de signification. Mais il se dit pour le nouveau-né, il y a une bonne manière de sortir du problème, c'est de poser un langage de la pensée qui serait intrinsèque, lui. Donc il appelle ça le mentalet, et qu'est-ce qu'il entend par le mentalet ? Il entend un ensemble de configurations neuronales qui forment une atomique des éléments autour duquel le cerveau peut raisonner. Et c'est uniquement par finalement isomorphisme entre ce mentalet et l'ensemble des objets que l'on peut signifier autour de nous qu'on arrive à faire sens. Donc d'un seul coup, on passe d'une signification qui n'est pas intrinsèque à une signification qui a une base intrinsèque qui va être celle du mentalet. De son côté, Chomsky développe la même chose, mais alors là on n'est plus dans le cadre des mots précisément, en tout cas de structure neuronale, mais plutôt de la manière dont ça s'articule. Chomsky de son côté, lui, va développer l'idée de grammaire universelle innée, qu'il appellera aussi grammaire générative et transformationnelle, c'est-à-dire que l'idée aussi que, de même qu'on a un ensemble, une atomique des éléments implicites dans notre cerveau, et qui nous est commune, de même, il n'est pas impossible qu'on ait une grammaire commune, et qui soit finalement partagée universellement, parce que imprégnée dans notre structure cérébrale dès la naissance. Donc finalement, on peut retrouver une forme d'intrinsèque à la signification, mais il faut comprendre que c'est pas un niveau, ce serait pas au niveau bête du langage naturel. Baba n'est pas intrinsèquement Baba. L'analyse structuraliste nous le montre bien. Baba peut être tout autre chose, et on ne comprend Baba que par relation avec le reste. Par exemple, si on fait note Baba, on comprendrait aussi bien qu'est-ce que Baba. Mais en revanche, toute signification se base sur un implicite universel qui va être de l'ordre de la cognition et qui, lui, vient d'atomique, d'une atomistique linguistique qui, elle, est formée dès notre naissance. Donc c'est une manière de sortir du paradoxe, c'est de présupposer justement ces configurations neuronales. Mais alors, quel champ de recherche ? Parce que Chomsky, du coup, par exemple, pour prendre l'exemple de sa grammaire universelle innée, ou générative et transformationnelle, selon ce que vous préférez, lui, il a comparé toutes les langues, et aussi tous les processus d'apprentissage des langues, pour recouper tous les points communs, recouper tout ce qui fait à peu près sens. Alors, en plus, c'est très gênant, parce que pour étudier la linguistique, ou pour étudier la sémiotique, on est obligé de passer par le langage lui-même, ce qui pose quand même pas mal de problèmes. Alors il y a des gens qui s'avancent un petit peu, qui parlent du théorème d'incomplétude de Gödel, et comme quoi on n'arrivera jamais finalement à établir quelque chose de rigoureux, à comprendre profondément tous les processus de signification, etc. Mais moi je m'avancerai pas jusque-là. Au moins je peux dire que la signification n'est pas intrinsèque est un peu un paradoxe logique en réalité. Du fait même que dans notre existence on apprend des langues, et par conséquent on est obligé à un moment donné de postuler une nature au langage, une nature qui serait de l'ordre de la configuration neuronale et d'un isomorphisme entre ces configurations neuronales qui serait inné, on va dire, et le langage naturel qui lui va être construit et mis en relation avec ces configurations neuronales. Ce qui n'enlève pas grand-chose à la thèse structuraliste en réalité, parce que le rapport signifiant-signifié est toujours arbitraire a priori, et on peut toujours appréhender l'ensemble des signifiants en relation aux autres signifiants. Voilà, sur ce, j'ai parlé de Baba Is You, je sais pas combien de temps ça a duré, je crois que je me suis un peu répété. Waouh, 25 minutes, très bien. Donc je vais vous dire au revoir, et j'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai probablement dit des conneries, mais c'est pas grave. Au revoir.